Aujourd'hui, donc on va essayer de faire une première partie du cours concernant toujours la partie qui concerne les systèmes multi-agents et les systèmes en fait et l'intelligence artificielle distribuée. Donc nous avons déjà vu la première partie des systèmes multi-agents, donc principalement comment créer des agents réactifs. Comment créer un système multi-agent, comment faire communiquer les agents. Comment résoudre un problème en utilisant on va dire l'intelligence artificielle distribuée. Alors, ça c'est quelque chose qui concerne donc l'aspect pratique des systèmes multi-agents. Mais j'avais expliqué la dernière fois au niveau de bien sûr des agents, il y a l'aspect on va dire il y a l'aspect communication, c'est-à-dire il y a des agents interactifs ou bien des agents réactifs et les agents cognitifs. Cognitifs, donc ça veut dire on va faire appel au système d'apprentissage. Et du coup, donc, nous aurons besoin d'utiliser quelques frameworks on va dire de machine deep learning. Donc ça, c'est quelque chose qui est très pratique pour votre discipline. Donc vous allez beaucoup travailler avec ça. Donc ce qui fait dans ce cours-là, on va introduire les concepts de base des frameworks de machine et deep learning. Donc d'abord pour les aspects pratiques des applications, savoir pour les applications web, pour les applications mobiles, mais également pour les systèmes embarqués. Alors donc pour les applications embarquées, alors pour nous, on va essayer d'utiliser principalement deux frameworks. Donc il y a Deep Learning 4G, qui concerne les applications basées sur le langage Java. Donc ça c'est quelque chose d'important pour nous. Mais également on va utiliser TensorFlow.js pour notamment pour les applications JavaScript, parce qu'en fait on va créer des applications web, des applications mobiles basées sur JavaScript. Donc ce qui fait que on va utiliser les deux frameworks pour faire pour implémenter les opérations de machine et deep learning. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Alors, Oui, oui, voilà. Alors, juste avant de rentrer dans le détail du cours d'aujourd'hui, je vais d'abord, je vous signale que pour la partie développement mobile, donc d'abord je vous en félicite parce que je crois que vous avez pas mal avancé sur cette partie-là, c'est bien. Mais il faut également travailler sur un projet de développement mobile. Je ne sais pas si vous avez consulté ce matin votre cours sur Classroom. Il y a un devoir qui a été que j'ai déposé. Bon, ça concerne un projet. Ça concerne un projet de développement mobile sur lequel vous allez travailler. En fait, ce projet-là, bon, c'est un projet de groupe, donc vous allez devoir constituer des groupes de 2 à 4 maximum, donc minimum 2 et 4 maximum. Et vous allez traiter une thématique de développement de projets mobiles qui est relatif à ce contexte du coronavirus, et le contexte de confinement, de déconfinement. Donc je vous laisse en fait la liberté de choisir la thématique et la problématique que vous allez traiter. Il y a pas mal d'idées qui peuvent être développées dans ce contexte. Je vous laisse la possibilité, c'est-à-dire le choix de proposer des fonctionnalités, c'est-à-dire des applications mobiles. Alors maintenant, ça peut concerner c'est-à-dire la problématique de distanciation sociale, l'automatisation de process, par exemple, de contrôle, ou ça peut concerner, par exemple, c'est-à-dire des applications d'ordre social, etc. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, je vous laisse, en fait, la problématique, je ne vais pas la fixer. Donc, je vous laisse le choix de vous-même de choisir une thématique. Mais surtout, c'est des thématiques d'ingénierie, c'est-à-dire essayer d'introduire un peu d'innovation, c'est-à-dire des fonctionnalités innovantes dans lesquelles vous allez utiliser principalement c'est-à-dire
Vous allez utiliser les fonctionnalités de la mobilité, comme par exemple la géolocalisation. Vous utilisez la caméra de votre smartphone. Vous utilisez le QR code, le scan QR code par exemple. Vous utilisez des fonctionnalités de l'intelligence artificielle aussi, donc comme la reconnaissance du texte, comme l'OCR, c'est-à-dire c'est des fonctionnalités assez pratiques, comme par exemple la reconnaissance d'images, la reconnaissance d'objets. Bref, donc il y a pas mal de choses que vous pouvez faire à ce niveau-là. Alors, en fait, l'application à développer, ce sera une application cross-platform pour la plateforme aussi bien Android que pour iOS. Et je vous demande de travailler avec Flutter. Donc, maintenant, je crois que vous êtes habitué maintenant à travailler avec Flutter. C'est une technologie qui est intéressante. Et donc, ça va vous permettre donc, en même temps de tirer profit de tout ce que vous avez appris jusqu'à présent, c'est-à-dire concernant cette partie-là de développement mobile. Alors, l'énoncé c'est-à-dire du projet, en fait, il y a en fait le compte rendu, c'est-à-dire le cahier de charge, la première partie que vous allez remettre d'ici la semaine prochaine. Bon, c'est le cahier de charge que vous allez élaborer. Donc, vous allez d'abord constituer les groupes de 2 à 4. Vous allez élaborer un cahier de charge que vous allez déposer que vous allez remettre d'ici la semaine prochaine. Et après, par la suite, on va définir un planning pour, bien sûr, c'est-à-dire pour la remise des différentes parties de ce projet-là. Voilà, donc ça c'est entre parenthèses. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous êtes bien connecté? Est-ce que c'est clair? Oui, oui, c'est clair. Oui. Ah là, très bien, vous dites oui, très bien. Alors, en fait, je pense que c'est une bonne chose pour vous parce que c'est bien d'apprendre à développer des applications mobiles, mais sincèrement, moi personnellement, ce que je cherche à travers les cours que je vous fais, c'est que vous ayez un peu plus loin que ça. C'est-à-dire, il faut penser à développer des choses, des applications dans lesquelles il y a des idées. Il faut chercher des idées innovantes. Ça, c'est très important pour un ingénieur. Bon, il ne s'agit pas de reproduire des choses basiques, classiques, mais ça peut être des choses très simples, mais avec une idée un peu originale. Donc, l'originalité, donc, il sera noté dans ce projet-là. Donc, ça, c'est juste pour un petit peu vous pousser à aller au-delà c'est-à-dire de l'aspect académique des cours que nous faisons, mais plutôt, donc, c'est comme si vous voulez créer votre start-up. Donc, et après, pour ce projet-là, donc vous pouvez l'exploiter dans d'autres contextes, mais en tout cas, donc ça c'est quelque chose qui est important. Alors ça c'est donc le premier sujet. Donc vous regardez donc l'énoncé du projet que je vous ai laissé ce matin, et vous allez donc essayer de travailler dessus. Alors maintenant, aujourd'hui, comme je disais, donc on va s'intéresser particulièrement l'aspect apprentissage, et on va étudier quelques frameworks de machine et deep learning. Donc, dans un premier temps, on va utiliser donc deep learning for Java parce que nous avons les prérequis, c'est-à-dire si vous connaissez le langage Java. En fait, pourquoi deep learning for J? Parce que premièrement, c'est-à-dire pour vous donc le langage Java, donc vous êtes déjà habitué à ce langage, donc il n'y a pas c'est-à-dire de problème. Et deuxièmement, parce que nous utilisons donc en fait des implémentations des systèmes multi-agents basés sur Jet. Déjà, c'est un framework, c'est un middleware qui est basé sur Java. Donc, ça veut dire c'est-à-dire pour ajouter des fonctionnalités, c'est-à-dire à nos agents donc d'intelligence artificielle. Donc, on va essayer donc de coupler avec bien sûr des technologies comme par exemple Deep Learning for J. Mais avant ça, donc, je vous rappelle, ça on l'a déjà travaillé la dernière fois. Donc, l'intelligence artificielle, donc, c'est une grande discipline. Vous faites en même temps des cours sur l'intelligence artificielle, donc il y a pas mal de choses que vous avez déjà apprises. Donc, c'est-à-dire dans la discipline de l'intelligence artificielle, donc l'objectif c'est quoi? C'est qu'on cherche, l'objectif principal, c'est chercher à doter les machines, c'est-à-dire les ordinateurs, donc il y a des applications informatiques,
c'est-à-dire de fonctionnalités qui sont semblables à celles des êtres humains, c'est-à-dire la notion de raisonnement, l'apprentissage et la reconnaissance, donc tout ça. Alors pour faire ça dans les applications, alors donc comme je disais donc pour faire de l'intelligence artificielle, donc on a recours à plusieurs types d'algorithmes, plusieurs techniques d'apprentissage. Et dans l'intelligence artificielle, il y a en fait une discipline qui s'appelle tout simplement l'apprentissage automatique, c'est-à-dire machine learning, et dans lequel donc on va utiliser un ensemble d'algorithmes qui permettent donc de faire du machine learning. Donc il existe toute une panoplie d'algorithmes dans le domaine du data mining, machine learning. Donc il y a beaucoup d'algorithmes qui sont utilisés. SVM, Random Forest, K-means, la régression linéaire, bon, la liste il est c'est-à-dire un grand nombre d'algorithmes qui sont utilisés dans ce domaine. Et justement parmi les algorithmes qui sont utilisés également pour faire du machine learning, il y a les réseaux de neurones artificiels. En fait, comme vous le savez, les réseaux de neurones artificiels, c'est pas quelque chose de nouveau. Bon, c'est quelque chose de très très ancien. Mais aujourd'hui même, donc, je vais je vais vous expliquer pourquoi, en quelque sorte, c'est-à-dire ces dernières années, qu'est-ce qui fait que ces dernières années, donc, il y a c'est-à-dire ces réseaux de neurones ont refait surface et après, c'est-à-dire ils ont donné de très très bons résultats. Et qu'est-ce qui les empêchait qu'est-ce qui empêchait d'avoir c'est-à-dire ces résultats-là depuis très longtemps? Donc ça, je vais vous en parler tout à l'heure. Alors en tout cas, donc, on va s'intéresser dans ce cours-là particulièrement à l'utilisation des réseaux de neurones, c'est-à-dire des frameworks qui sont basés sur les réseaux de neurones artificiels pour faire du machine learning. Et donc forcément, donc, vous avez dans le cours de l'intelligence artificielle, vous avez déjà appris ce que c'est un neurone, ce qu'est un neurone artificiel, ce que c'est un réseau de neurones artificiels. Mais généralement, il faut juste noter que d'une manière générale, ça je l'avais dit la dernière fois, dans les algorithmes de machine learning, donc vous avez en fait quatre catégories donc d'apprentissage, on va dire. Il y a l'apprentissage supervisé, qui est basé sur le principe, c'est-à-dire il faut disposer d'un dataset dont on connaît les entrées, les inputs et les outputs, les entrées-sorties. Et après, par la suite, donc, on va essayer d'entraîner un modèle de façon à ce qu'il puisse apprendre, on va dire, la corrélation qui existe entre les entrées et les sorties. Alors, c'est-à-dire, forcément, dans le cas des réseaux de neurones, donc, nous allons devoir créer un modèle. On va voir qu'on aura besoin de créer un ensemble de couches de neurones qui vont être avec une disposition particulière, qui font que tout simplement, c'est-à-dire ce réseau de neurones, par exemple, ou bien ce modèle, va apprendre, par exemple, c'est-à-dire la relation qui existe entre les entrées et les sorties, de façon, une fois qu'il aurait appris avec un dataset dont on connaît les inputs et les outputs, alors par la suite, il peut faire la prédiction, c'est-à-dire on va lui donner donc une entrée quelconque qui n'a jamais en quelque sorte connu. Ben, il peut utiliser donc son système d'apprentissage pour prédire, pour calculer la sortie. Donc ça c'est le principe de l'apprentissage supervisé. Donc nous avons besoin d'utiliser un dataset dont on connaît les entrées et les sorties. Alors maintenant, à ce niveau-là, donc il faut un dataset, ça veut dire il faut soit des experts, c'est-à-dire il faut donc des expériences, mener des expériences avec des exemples, c'est-à-dire de cas réels. Donc il faut, après, il vous faut un expert, ça peut être parfois un être humain, mais parfois donc ça peut être des capteurs. Donc c'est-à-dire, c'est pour cela que vous avez un cours qui concerne l'IoT, c'est-à-dire l'Internet of Things, dans lequel vous avez aussi appris que en fait vous avez pas mal de technologies aujourd'hui qui permettent par exemple de surveiller un phénomène avec plein de capteurs. Donc on arrivera souvent parfois à constituer donc un dataset donc en utilisant des capteurs qui permettent par exemple de relever la sortie.
Et après, par la suite, donc, on va utiliser ces données, ces datasets pour pouvoir entraîner le modèle. Alors ça, c'est l'apprentissage supervisé, mais il y a également l'apprentissage en fait non supervisé. Donc je vous rappelle, c'est un type d'apprentissage dans lequel en fait on ne connaît pas les sorties, c'est-à-dire vous avez un ensemble de données dont on ne connaît pas les outputs. Donc nous avons que si vous voulez un ensemble de données, mais après on va utiliser des algorithmes de classification ou bien de segmentation. Parmi c'est ce qu'on appelle les algorithmes de clustering, c'est-à-dire on va utiliser donc cet ensemble de données, on va utiliser des algorithmes qui vont calculer en fait, c'est-à-dire qui vont faire des mesures ou bien calculer des similarités et qui lui permet de constituer des groupes, c'est-à-dire de faire une classification rien qu'en se basant sur des mesures de similarité. Alors parmi ces algorithmes, il y a K-means. Bon, ça c'est un algorithme que nous allons utiliser dans quelques applications dans notre cas. Mais il y en a pas, c'est pas le seul. Il y a plein d'algorithmes qui sont utilisés donc dans le domaine de l'apprentissage non supervisé. Alors après, il y a le semi-supervisé, donc c'est-à-dire le semi-supervisé, c'est que vous avez un dataset dans une partie des données, vous connaissez les inputs et les outputs, mais il y a des données, des données pour lesquelles vous ne connaissez pas la sortie. Alors, ce qu'on va faire dans le semi-supervisé, c'est que on va utiliser les données dont on connaît les outputs, c'est pour d'abord entraîner le modèle. Et après, par la suite, on va lui donner en entrée les données dont on ne connaît pas la sortie, ce qui permet de faire la prédiction, c'est-à-dire de prédire la sortie pour ces données-là. Il faut les étiqueter, si vous voulez. Et après, par la suite, on prend à nouveau tout le dataset, c'est-à-dire toutes les données avec les entrées et les sorties. Et on va entraîner à nouveau le modèle pour pouvoir, c'est-à-dire pour qu'il puisse apprendre la corrélation qui existe entre les entrées et les sorties. Alors ça, c'est en quelque sorte les trois types d'apprentissage, apprentissage supervisé, non supervisé et semi-supervisé. Mais après, il y a un autre type d'apprentissage qui est très important dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est l'apprentissage par renforcement. Alors si l'apprentissage supervisé est basé sur, c'est-à-dire est basé sur des exemples, c'est-à-dire on va se baser sur des expériences, des exemples d'expériences pour pouvoir généraliser, si vous voulez, pour pouvoir apprendre la corrélation. En fait, l'apprentissage par renforcement, lui, donc il ne va pas se baser sur des exemples, mais plutôt par l'expérience. En fait, là, c'est des exemples plutôt. Et là, on va se baser sur l'expérience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un agent au départ qui ne connaît pas, qui n'a rien appris. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Aléatoirement, il va agir dans son environnement, il va agir sur l'environnement. Et après, une fois qu'il va agir sur l'environnement, l'environnement va réagir, c'est-à-dire va lui donner une récompense, c'est-à-dire il reçoit une récompense de cette action, il choisit une action, il y a une récompense. Et après, il va multiplier donc les actions et la réception des récompenses. Et après, automatiquement, il va apprendre au fur et à mesure qu'il va faire ça aléatoirement. Il va apprendre à construire ce qu'on appelle une table d'apprentissage, bon, qui va lui permettre par la suite, une fois qu'il aurait fait aléatoirement ces choses-là plusieurs fois, et bien tout simplement, bon, quand je dis la récompense, ça peut être une récompense positive, donc il va le savoir. Ça peut être une récompense négative, donc c'est-à-dire c'est comme s'il reçoit une note, ça peut être positive ou bien négative. Et en fonction des actions qu'il va essayer d'agir, donc il va agir sur l'environnement jusqu'à ce qu'il trouve la solution. Et quand il aurait trouvé la solution, ben, tout simplement, il revient sur sa table d'apprentissage, c'est-à-dire sur ses récompenses, pour construire une table d'apprentissage. Et une fois qu'il aurait cette table d'apprentissage, et bien, tout simplement, il pourra par la suite choisir les bonnes décisions, c'est-à-dire quand il est dans un état déterminé, il peut savoir quelle est la meilleure action, c'est-à-dire qu'il va maximiser les récompenses à prendre. Donc, c'est comme ça qu'il va faire. Donc, à chaque fois qu'il est dans un état donné, il agit, il va choisir l'action optimale qui va maximiser, si vous voulez, les récompenses.
pour atteindre son objectif. Et à chaque fois qu'il agit, donc il passe d'un état à l'autre. Donc ça c'est quelque chose également. Bon, ça c'est les concepts théoriques, vous allez également les travailler. Donc je crois que vous les avez déjà travaillés dans le cours de l'intelligence artificielle. Mais globalement, il faut juste savoir que parmi les algorithmes qui sont utilisés à ce niveau-là, il y a Q-Learning. Alors Q-Learning, donc c'est un algorithme qui est assez intéressant. Donc nous, en tout cas, on va s'intéresser à cet algorithme-là. Il va nous donner pas mal d'idées donc sur comment élaborer donc c'est-à-dire des algorithmes d'apprentissage par renforcement. Mais après, par la suite, on peut combiner les deux dans des problèmes. C'est-à-dire, on peut utiliser les deux, l'apprentissage supervisé et également l'apprentissage par renforcement. Alors, dans ce cas-là, on va parler de ce qu'on appelle Deep Reinforcement Learning. C'est-à-dire, bon, déjà, en fait, avant de vous parler de ça, donc, c'est quoi la différence entre en quelque sorte machine learning et deep learning? Maintenant, quand vous travaillez avec les réseaux de neurones artificiels, si vous avez un problème dans le nombre de input, le nombre d'entrées et le nombre de sorties n'est pas très important, surtout le nombre d'entrées. Quand vous avez le nombre d'entrées n'est pas important. Par exemple, vous voulez faire la prédiction de maladie, par exemple. Alors après, vous dites, je prends le poids de la personne, je prends son âge, je prends par exemple comment dire, son, euh, son groupe sanguin, c'est-à-dire vous prenez une dizaine par exemple de caractéristiques et après en output vous dites voilà quelle est la probabilité qu'il soit malade par exemple du diabète ou d'une autre maladie. Alors quand vous avez un problème comme ça, avec les réseaux de neurones, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de couches de neurones. Peut-être parfois une seule couche de neurones peut suffire pour, par exemple, apprendre la corrélation qui existe entre les entrées et les sorties. Mais quand vous êtes dans des problèmes où le nombre d'entrées et sorties, plutôt le nombre de inputs est très important, c'est le cas par exemple des images. Alors pour faire la reconnaissance d'images par exemple, alors là en input vous avez des images. Alors vous voyez donc si vous prenez une image par exemple de 500 x 400 pixels, ça signifie que vous avez 200 000 pixels. Ça veut dire que votre réseau de neurones, en entrée, vous allez lui donner tous les pixels de l'image. Alors, c'est-à-dire vous avez finalement 200 000 pixels en entrée. Alors, quand vous avez 200 000 pixels en entrée et en sortie, vous avez par exemple une seule sortie ou deux sorties pour dire est-ce que c'est une moto, est-ce que c'est une voiture, est-ce que c'est un obstacle, de quelle classe s'agit-il? Alors après, vous allez voir qu'avec une seule couche de neurones, c'est pas suffisante pour pouvoir, ou bien quelques couches de neurones ne sont pas suffisantes pour pouvoir, c'est-à-dire apprendre, c'est-à-dire à reconnaître les images, les objets et plein de choses. Alors dans ce cas-là, on a besoin d'empiler une multitude de couches, c'est-à-dire on a besoin d'utiliser ce qu'on appelle un réseau profond avec beaucoup de couches de neurones à travers lesquelles on va essayer donc chaque couche de neurones, il reçoit des entrées, il produit des sorties qui seront des entrées pour l'autre couche et comme ça on peut empiler donc un tas de couches de neurones pour pouvoir faire l'apprentissage. Alors parmi les algorithmes de deep learning, donc vous voyez donc deep learning c'est du machine learning, mais généralement bon, c'est pas à 100%, mais généralement, on utilise les réseaux de neurones. Donc, c'est-à-dire, quand on parle de deep learning, donc on parle déjà des réseaux. Dans la majorité des cas, on parle des réseaux de neurones parce que c'est vrai qu'on peut faire du deep learning sans utiliser également les réseaux de neurones. Il y a, par exemple, en fait, je ne vais pas en parler, bon, il y a d'autres techniques qui peuvent être utilisées. Les machines de Boltzmann ou je ne sais pas, d'autres algorithmes qui peuvent être utilisés, mais on peut dire que d'une manière générale, aujourd'hui dans les applications d'entreprise, d'une manière générale, quand on parle de deep learning, plutôt donc on est plus dans les réseaux de neurones. Et quand on parle de deep learning, ça veut dire qu'on a une problématique souvent
dans laquelle nous avons la reconnaissance d'image, la reconnaissance de l'audio. Ça veut dire que vous êtes dans un problème où le nombre d'entrées de votre modèle il est très, très important. Alors, pour le cas des images, la reconnaissance des images, il y a un modèle en fait, de réseau de neurones qui est très pratique, qui donne de très, très bons résultats. Pour la reconnaissance d'images, c'est ce qu'on appelle les réseaux de neurones à convolution, c'est CNN. Alors, en fait, ça, on aura l'occasion donc de voir en pratique comment utiliser ça, sachant que en fait, dans le cours de l'IA, vous allez bien sûr voir les concepts théoriques de ce modèle. Mais juste, en fait, l'idée principale des réseaux de neurones à convolution, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle en fait, des filtres, un ensemble de couches dans ce réseau. Il y a ce qu'on appelle une couche de convolution dans laquelle on va appliquer des filtres. Ça, c'est des filtres de convolution qui permettent de détecter la présence de quelques caractéristiques ou bien ce qu'on appelle des features au niveau de l'image. Et après, on va essayer d'appliquer une fonction d'activation, souvent c'est ReLU, Rectified Linear Unit, donc ça je vais en parler tout à l'heure. Et après, on fait ce qu'on appelle un max pooling qui consiste à choisir c'est-à-dire les valeurs les plus importantes, comme ça on peut réduire la taille des données. Et on peut reprendre cette opération-là plusieurs fois, plusieurs couches, et à la fin, on fait ce qu'on appelle un fully connected, c'est-à-dire on va utiliser une couche entièrement connectée. Et après, par la suite, avec ce genre de modèle, vous allez voir qu'on peut facilement créer des applications avec de très très bons résultats, notamment pour le cas des images. Alors que si vous êtes dans des applications où vous avez besoin de faire la reconnaissance dans laquelle il y a la notion de temps, par exemple la reconnaissance de l'audio, de la reconnaissance vocale, ou la reconnaissance du signal. En tout cas, donc là où vous avez généralement la notion c'est-à-dire du temps, il est plus pratique d'utiliser, en fait, dans Deep Learning, on utilise les réseaux de neurones récurrents, RNN. D'ailleurs, parmi, c'est-à-dire dans une famille, ça s'appelle LSTM. Donc ça, on aura également l'occasion de voir comment utiliser ça dans quelques applications. Alors, en tout cas, donc ça c'est Machine Learning, Deep Learning. J'avais déjà parlé de ça, donc je fais rapidement juste pour passer à l'essentiel. Et comme je disais tout à l'heure, il y a des applications dans lesquelles on va utiliser donc Deep Learning. Par exemple, vous prenez votre caméra pour faire la reconnaissance de l'environnement, pour ce qu'on appelle l'abstraction de l'environnement, pour reconnaître l'environnement. Et après, on va utiliser en même temps l'apprentissage par renforcement pour permettre à l'agent de prendre la meilleure décision, c'est-à-dire quelle est l'action optimale que je dois prendre pour, par exemple, c'est-à-dire dans un état précis. Alors dans ce cas-là, par exemple, la voiture autonome et les voitures autonomes, ils vont se baser sur ça parce que dans une voiture autonome, il y a des caméras, ce qu'on appelle les lidars, qui vont être utilisées pour reconnaître l'environnement, parce qu'on a besoin de savoir est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des obstacles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a à gauche, qu'est-ce qu'il y a à droite. Globalement, on a besoin de capter, c'est-à-dire l'environnement. Après, donc ça représente, si vous voulez, les entrées. Et après, par la suite, donc on va utiliser donc l'algorithme c'est-à-dire par renforcement, dans lequel en fait l'agent a déjà appris pour tel état, par exemple, quelle est la meilleure action à prendre. Est-ce que je vais tourner à gauche ou bien à droite? Est-ce que je vais freiner ou bien accélérer? Ça, c'est plutôt, on est dans l'apprentissage par renforcement. Alors ça, c'est un petit rappel de ce que nous avons la dernière fois. Donc, juste avant de passer au framework Deep Learning 4G, donc je vous rappelle le principe de base d'un neurone artificiel. Bon, un neurone artificiel, c'est tout simplement une unité de calcul élémentaire. C'est une fonction, soi-disant mathématique, qui permet de mettre en relation des entrées XI avec une sortie Y. Alors, ça veut dire qu'un neurone, il reçoit un ensemble d'entrées qui sont pondérées par un poids. C'est ce qu'on appelle le poids synaptique, W. De façon à ce qu'en fait le neurone, il fait
en fait, deux choses qui sont importantes. La première, c'est qu'il va d'abord faire la sommation pondérée. Ça veut dire quoi? Il va prendre par exemple x1 multiplié par w1, c'est-à-dire le poids de cette connexion. En fait, le poids, si vous voulez, ça représente, c'est l'importance de l'information. Donc, c'est-à-dire, ici, donc, c'est une valeur généralement qui est entre 0 et 1, dans lequel on multiplie x1 par le w1, plus x2 fois w2, x3 fois w3. Donc ça, c'est d'abord la première des choses qu'il fait le neurone. Il fait la sommation pondérée, des entrées pondérées par les poids. Et après, par la suite, il y a ce qu'on appelle une fonction d'activation. Alors en fait, cette fonction d'activation qui va décider d'émettre un signal à la sortie en fonction de, par exemple, dans la fonction d'activation, on peut utiliser ce qu'on appelle la fonction de seuillage, qui consiste à dire tout simplement, si la somme est supérieure à un seuil précis, je vais supposer que y égale à 1, sinon y égale à 0. Vous voyez donc ici, donc le neurone, en fin de compte, il émet un signal, soit un 0, soit un 1. Alors selon deux opérations. La première, d'abord, c'est la sommation des entrées qu'il reçoit, c'est-à-dire avec pondéré par les poids. La deuxième, c'est tout simplement cette fonction d'activation qui décide est-ce que l'information que le neurone reçoit, est-ce qu'il va permettre d'émettre un signal égal à 1, par exemple, y égale à 1 ou bien y égale à 0. Alors ça, c'est le neurone en fait artificiel. C'est une approximation d'un neurone biologique. C'est pas la réalité, mais c'est une approximation. Parce qu'en fait, un neurone biologique, donc la même chose, donc il reçoit si vous voulez, des entrées à partir de d'autres neurones, ce qu'on appelle les dendrites. Et après, donc, il va faire la sommation. Et après, avec une fonction d'activation qui va envoyer, en fait, c'est-à-dire un signal en sortie à travers ce qu'on appelle son axone. C'est-à-dire, il envoie une sortie qui va être envoyée vers d'autres neurones. C'est comme ça, généralement, c'est comme ça que ça se passe généralement dans le cerveau, d'une manière générale, des êtres humains et des animaux, des êtres vivants d'une manière générale. Ce qui fait que l'apprentissage, c'est quoi? Bon, l'apprentissage, c'est tout simplement trouver quels sont les poids au fur et à mesure que j'ai des exemples avec des sorties. Si j'ai des exemples avec des entrées et la sortie connue, je peux après, par la suite, déterminer quels sont les poids qui permettent donc c'est-à-dire de faire, d'avoir la relation entre les entrées et les sorties, ce qui permet de faire ce qu'on appelle l'opération d'apprentissage. Alors le perceptron, donc en fait le réseau de neurones artificiels, donc ça c'est quelque chose, comme je disais, donc c'est quelque chose de très ancien. Même en 1957, l'un des premiers modèles qui ont été créés, c'est le perceptron, créé par Frank Roseblatt en 1957. En fait, le perceptron, donc c'est quoi? C'est un modèle d'apprentissage supervisé qui représente un classifieur binaire qui va séparer deux classes. Donc la même chose, le perceptron reçoit un ensemble d'entrées pondérées par des poids synaptiques W. Donc vous avez des entrées avec des poids W. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la sommation. Donc la somme des XI, WI. Et après, par la suite, il va utiliser une fonction, il applique une fonction d'activation non linéaire. C'est très important. Dans laquelle il va tout simplement, par exemple, dans la fonction d'activation non linéaire, par exemple, on peut choisir des fonctions d'activation comme le seuillage, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Par exemple, y égale à 1 si s est supérieur à 0, un θ par exemple, un seuil θ quelconque, et ou bien y égale à moins 1 si s est inférieur à un seuil, par exemple, au même seuil. Alors, dans la phase d'apprentissage, généralement, quand on donne un exemple, une entrée, généralement on va calculer donc
la sortie. Et après, par la suite, on va calculer l'erreur. En fait, l'erreur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je connais déjà la sortie, c'est-à-dire enfin, je connais déjà la sortie réelle. Et quand je fais mon calcul, au départ, je ne connais pas les poids W. Parce qu'au départ, je vais mettre des valeurs quelconques sur les poids W. Et après, je fais mon calcul. Je donne par exemple l'entrée. Et après, je fais mon calcul, la sommation. Je fais la fonction de C, j'obtiens l'output. Et après, je prends cette sortie-là, je vais la comparer à c'est-à-dire ça, c'est ce qu'on appelle la sortie prédite, prédite par le modèle. Et après, je vais la comparer par la sortie réelle, donc ce qui permet d'obtenir une erreur. Et après, par la suite, il faut changer les valeurs des poids, c'est-à-dire des connexions, de façon à minimiser cette erreur. Donc c'est ça ce qu'on appelle, c'est dans la phase d'apprentissage. Donc à chaque fois, on va mettre les poids, on va mettre à jour les poids. Comment? Et bien, tout simplement, le poids à l'instant t, c'est le poids à l'instant t-1 plus un coefficient alpha multiplié par l'erreur. Alors avec alpha, c'est ce qu'on appelle la vitesse d'apprentissage. En fait, cette vitesse d'apprentissage-là, c'est une valeur qui est comprise entre 0 et 1. Donc généralement qui est choisi expérimentalement. Il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas de méthode avec laquelle on peut définir la valeur, mais généralement c'est par expérience qu'on peut choisir la bonne valeur de la vitesse d'apprentissage alpha qui nous permet facilement de retrouver quels sont les poids qu'il faut utiliser pour pouvoir mettre en relation l'ensemble des entrées et des sorties. Voilà, alors ça c'est la première partie. Je vais d'abord revenir vers vous donc pour voir est-ce que vous avez, est-ce que c'est clair sur cette partie-là? Soit des oui, soit des questions, s'il y a des questions, donc ça serait bien. Monsieur, s'il vous plaît, une question. Oui, oui, Abdallah. Monsieur, Vas-y, s'il vous là, plaît, oui. pour le calcul pour mettre à jour les poids. Oui, Monsieur, pour la relation, il ne faut pas multiplier par X, l'erreur pour X, l'entrée. si. Parce que, Il ne faut pas multiplier vous parlez à quel niveau, Abdallah? monsieur, au niveau de l'erreur, la ligne qui est au-dessus de l'erreur, mise à jour des poids. C'est ça, mise à jour des poids, oui, tout à fait. En fait, monsieur, il ne faut pas multiplier l'erreur par X. Là, Blati, ça c'est le... Non, en fait, ça c'est... Alors, la mise à jour, donc c'est le poids à l'instant t, c'est le poids à l'instant t-1 plus alpha, la vitesse d'apprentissage, fois l'erreur, fois xi. Donc, alpha fois l'erreur multiplié par xi. C'est ça, c'est ça? Oui. Oui, monsieur, oui. Tout à fait. Non, en fait, c'est-à-dire, ici j'ai pris le cas en fait, du bias, c'est-à-dire dans le cas où en fait, l'entrée est égale à 1. Oui, tout à fait. Voilà, alors ça c'est ça c'est en quelque sorte les concepts de base qui sont liés à... En fait, ça c'est les choses de base que vous aurez besoin de connaître. Alors, je ne vais pas maintenant rentrer dans ces détails. Maintenant, je vais aller, parce qu'en fait, comme vous savez, donc, l'objectif du cours, ce n'est pas de vous parler donc, des réseaux neuronales artificiels. Je sais que vous avez un cours là-dessus, que vous allez travailler, donc vous allez travailler beaucoup les aspects théoriques. Alors, ici, donc, on va essayer de voir. Il faut juste savoir une chose, c'est que, en fait, comme je disais, donc, les réseaux de neurones, j'ai quelques slides quand même qui peuvent être intéressants. Alors en fait, moi je l'appelle expliquer aux artisans. Aux artisans, c'est-à-dire ceux qui
qui n'ont pas fait de mathématiques et qui n'ont pas fait d'informatique, bon, vous voulez faire du machine learning. Alors, imaginez que c'est juste un exemple. Imaginez que vous êtes, par exemple, un botaniste et que vous vous intéressez à déterminer la relation qui existe entre le diamètre et la hauteur des troncs d'une catégorie d'arbres. Vous savez, donc un arbre, il y a le diamètre et après il y a la hauteur. Alors après, je vais chercher, est-ce qu'il y a une formule qui va lier le diamètre et la hauteur, par exemple. Alors si vous voulez faire ça, en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à faire des expériences. Alors quand vous faites des expériences, c'est-à-dire vous commencez à mesurer. Donc vous regardez quelques arbres. Prenez par exemple l'arbre, vous mesurez le diamètre, vous dites 10. Et vous mesurez la hauteur, vous dites il y a 2,5. Alors pour par exemple un arbre de 17 cm, j'ai trouvé que la hauteur c'est 4,6, ainsi de suite. Donc vous allez faire en quelque sorte l'expérimental, vous allez en fait faire des mesures. Alors quand vous créez donc ces mesures-là, c'est que vous avez créé ce qu'on appelle le dataset. C'est-à-dire vous avez un dataset obtenu par un expert, c'est-à-dire quelqu'un sur le terrain qui a fait ce travail-là. Et après, par la suite, quand vous prenez donc ces données-là, et vous allez essayer de les représenter graphiquement. Alors, si vous voulez les représenter, vous cherchez, donc vous dites là, en ligne, j'ai le diamètre, et en ordonnée, en abscisse, j'ai le diamètre, et en ordonnée, j'ai la hauteur. Après, vous essayez de positionner donc les différents points. Et après, quand vous regardez les points, et après vous dites, moi, est-ce que je vais... L'idée, c'est quoi? C'est de chercher une fonction mathématique qui va essayer donc de lier ces différents points pour généraliser. Alors, si vous cherchez par exemple, dans cet exemple-là, vous regardez déjà que c'est une droite. Vous avez presque une relation linéaire. Et après, vous dites, donc, je suppose que c'est une droite, donc, quelle est je voudrais chercher en quelque sorte la droite qui va passer qui va passer à côté, on va dire le plus proche possible de ce nuage de points. Alors si vous tracez donc cette droite, donc c'est comme si vous avez trouvé un modèle qui vous permet de généraliser les données de l'expérience. Alors si vous trouvez cette droite là, c'est que vous avez trouvé en fait le modèle, vous avez trouvé mathématiquement quelle est la formule qui permet donc de lier l'arbre, en fait la hauteur et le diamètre. Alors en fait ça veut dire qu'il faut trouver cette droite qui est de type... alors une fois que vous avez trouvé cette droite là, après ça c'est l'apprentissage en quelque sorte, parce qu'en fait il faut utiliser un algorithme ou bien un algorithme d'apprentissage qui permet de déterminer donc ces paramètres. Et après, une fois que vous aurez trouvé cette droite, après vous allez passer à la prédiction. Alors c'est quoi la prédiction? Vous dites, supposons maintenant, une fois que j'ai trouvé cette droite, pour un diamètre de 19, quelle serait la hauteur? Donc automatiquement, si vous avez le diamètre 19, et après vous pouvez retrouver la hauteur, ça vous savez le faire pour quelqu'un qui a fait un peu de mathématiques qui peut faire ça. Et ça c'est ce qu'on appelle la prédiction. Alors maintenant, si vous avez trouvé la droite, alors ici comme c'est une droite ici, donc on va chercher une droite de type ax plus b. Donc ça veut dire qu'il faudrait trouver les paramètres a et b, qui permettent donc de lier la sortie y avec l'entrée x. Alors pour nous la sortie c'est la hauteur et l'entrée c'est le diamètre, c'est-à-dire je donne le diamètre et là il me donne à la sortie donc la hauteur. Donc ça veut dire qu'il faut trouver donc ces valeurs de A et B. Alors si vous voulez, voilà, ça c'est quelque chose de très simple. Mathématiquement, vous pouvez, avec deux exemples, ça vous le savez, vous prenez juste deux exemples, ça va vous permettre de déterminer A et B, ça vous le savez. Mais supposons vous voulez le faire manuellement. Alors si vous voulez le faire manuellement, parce que c'est intéressant de parler de la notion algorithme, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire déjà le fait... alors, donc, en quelque sorte, quand vous cherchez à trouver donc la valeur de A et B, c'est à peu près, c'est ça le machine learning. C'est presque la même chose, sauf que pour des problèmes un peu plus complexes, c'est-à-dire dans lesquels on a beaucoup d'entrées et beaucoup de sorties. Et après, il ne s'agit pas de trouver une équation de type y égale à x plus b,
mais plutôt donc de trouver quelque sorte des modèles plus complexes que ça. Et mathématiquement parlant, on peut pas trouver cette fonction mathématique pour n'importe quel problème. Donc, il faut trouver donc des fonctions approximatives. Donc, c'est-à-dire, bon, c'est là, on va parler de ce qu'on appelle machine learning. Alors, en fait, la phase d'apprentissage, c'est quoi? C'est chercher les valeurs de A et B qui permettent de définir la droite qui colle au nuage de points. C'est la phase d'apprentissage. Et la prédiction, c'est quoi? Pour une entrée X quelconque, le modèle calcule la sortie correspondante. Bon, ça, c'est un petit exemple que j'appelle expliquer aux artisans. Bon, c'est à peu près tout ce que vous faites quand vous faites de l'apprentissage supervisé, c'est presque, ça tourne autour de ça. C'est un petit exemple très simple. Alors, maintenant, comment, si vous voulez faire, si vous cherchez l'algorithme qui permet donc de faire ce travail-là, de trouver le A et B manuellement, c'est-à-dire, imaginez que ce modèle-là, c'est une boîte noire dans laquelle vous avez deux boutons A et B. C'est des boutons que vous pouvez régler. Après, qu'est-ce que vous allez faire pour trouver quel est le bon réglage, soi-disant, le bon réglage des boutons, qui vous permet donc de trouver ces paramètres A et B. Alors, ce que vous allez faire, vous allez peut-être vous lancer dans un algorithme pareil. La première des choses, vous allez initialiser la valeur de A et B par des valeurs aléatoires. Alors, c'est-à-dire que vos boutons, vous faites un réglage aléatoire au départ. Et après, vous prenez pour chaque ligne des mesures, par exemple, vous donnez 10 comme entrée, et vous calculez, donc donnez au modèle le diamètre de l'arbre, X, et constatez Y. C'est-à-dire quoi? Alors, vous allez juste donner X et vous allez calculer AX plus B, et ça vous donne le Y. Alors forcément, avec des données initiales, après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez comparer la sortie prédite Y, c'est-à-dire ce qui est calculé, avec la sortie attendue H. Parce que en fait, la sortie que j'attends, si je donne normalement 10, ce que j'attends de Y, c'est quoi? Ça devrait me donner 2,5, 2,8. Alors, ce qui fait que donc, je vais prendre mais ce qui est donné au départ, parce que je n'ai pas les bons paramètres de A et B. Donc, je prends la valeur de la sortie, Y, prédite, moins la hauteur H, c'est-à-dire la sortie réelle, ce qui constitue l'erreur. Alors maintenant, ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais faire mon réglage, je vais faire tourner les boutons. Hein, je fais tourner aléatoirement les boutons comme ça, je cherche à chercher le bon réglage, jusqu'à ce que je trouve en quelque sorte à la sortie, jusqu'à ce que ça me donne à la sortie par exemple de 2,8. Donc c'est que, alors ça si vous le faites aléatoirement, forcément vous allez dire ça va prendre beaucoup de temps, mais en tout cas, donc sans parler mathématiquement de comment le faire. Et après, une fois que vous l'aurez fait pour le premier point, vous allez passer à l'année suivante. L'année suivante, c'est-à-dire vous passez à l'année suivante, vous faites le même travail, vous calculez l'erreur et vous dites je vais encore chercher le réglage. Vous le faites plusieurs fois jusqu'à ce que vous passez l'ensemble des lignes. Une fois que vous aurez terminé pour l'ensemble des mesures, vous allez reprendre. Alors vous allez reprendre depuis le premier. C'est ce qu'on appelle une nouvelle époque. Pourquoi? Parce que forcément, quand vous avez, à chaque fois que vous passez d'une ligne à l'autre, vous changez le réglage. Mais après, il faut s'assurer encore, est-ce que le réglage que vous avez trouvé, est-ce qu'il va fonctionner toujours pour les anciens exemples? Donc ça veut dire, je reprends encore une autre fois, et je prends le premier, je fais le réglage, je donne la valeur, je calcule l'erreur, je règle encore, et ainsi de suite. Vous le faites plusieurs fois, jusqu'à ce que finalement vous trouviez le bon réglage qui va vous permettre de trouver le bon modèle. Est-ce que vous imaginez qu'un artisan qui va faire ce travail-là manuellement, il va chercher à trouver le bon réglage, sûrement ça va lui prendre beaucoup de temps. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors maintenant, mais avec un peu d'expérience, avec un peu de mathématiques, vous allez dire, mais c'est bête de changer aléatoirement comme ça. Et bien tout simplement, vous allez dire, pour le réglage des boutons, vous allez juste calculer, à chaque fois il y a une erreur, vous dites,
le A, de combien je dois tourner mon bouton? Et bien tout simplement, je vais dire A égale A précédent, plus le X, c'est-à-dire l'entrée. Donc vous voyez donc tout à l'heure, votre collègue il a bien raison, parce qu'il faut multiplier par l'entrée. Donc c'est A égale à A précédent, plus X, c'est l'entrée, multiplié par l'erreur, et multiplié par un coefficient alpha ou mu. Et ce coefficient, c'est ce qu'on appelle la vitesse d'apprentissage qui est entre 0 et 1. Donc si vous faites ça, vous trouverez rapidement, en quelque sorte, le bon réglage à faire qui va vous permettre de déterminer, bien sûr, c'est-à-dire la bonne valeur de A et B. Alors, la même chose, alors pour le réglage de B, vous faites pareil. Alors, sauf que pour le B, comme ici, il n'y a pas d'entrée X, alors ici, donc, vous allez le multiplier par bêta. En fait, bêta, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est 1. C'est comme si vous faites X fois A plus B fois 1. Alors, tout simplement, le B, c'est ce qu'on appelle le terme utilisé, c'est le biais ou le bias. Donc, qui est en fait, qui est souvent présent dans votre modèle. Souvent. Et voilà. Alors, après, vous allez dire, peut-être on peut faire mieux. Au lieu de régler les boutons A et B pour chaque mesure, c'est-à-dire parce que si vous cherchez à régler les boutons pour chaque mesure, sans doute, c'est assez compliqué. Alors, ce qu'on peut faire peut-être de mieux, c'est quoi? C'est tout simplement prendre le temps de noter les erreurs obtenues pour les n mesures. C'est-à-dire, je prends la première entrée, ça me donne l'erreur erreur 1. La deuxième entrée, ça me donne erreur 2. La troisième entrée, ça me donne l'erreur. C'est-à-dire, je vais constater d'abord l'ensemble des erreurs obtenues pour l'ensemble du dataset. Et après, par la suite, une fois que j'ai les erreurs, les n mesures, si vous voulez, et par la suite, donc, trouver la formule qui permet donc de trouver le bon réglage, tout simplement. Mais cette fois-ci, on va trouver le bon réglage qui va pour minimiser l'ensemble des erreurs. C'est-à-dire pour chaque entrée. En fait, quand vous travaillez comme ça, c'est que vous êtes en train de le n que vous utilisez là, c'est ce qu'on appelle le batch size. En fait, batch size, c'est tout simplement combien de mesures que je vais montrer à mon modèle avant de changer les poids. C'est comme si vous dites à quelqu'un, voilà, je te donne le premier exemple, je te donne le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Et après, je lui dis, alors maintenant, essaie de deviner quels sont les poids, c'est-à-dire la relation qui existe entre les entrées et les sorties. Alors, dans ce cas-là, le 5, ici, le n, c'est ce qu'on appelle le batch size. Donc, vous voyez, donc ici, ça c'est un petit exemple juste très basique. Mais en même temps, ça introduit donc quelque chose qui existe dans tous les algorithmes de machine learning. Donc, la vitesse d'apprentissage, le biais, vous avez le batch size, vous avez la notion d'époque, ainsi de suite. Alors, la question de votre collègue donc m'a poussé un petit peu à chercher ces slides-là qui sont très, très, très parlants. Mais pour quelqu'un, pour vous, peut-être, ça peut être très, très utile. Donc, en tout cas, peut-être enfin, je suis sûr que vous avez déjà compris le principe, parce que vous avez déjà fait un cours là-dessus. Mais c'est toujours bien donc de revenir sur des exemples comme ça, parce que juste après, on va passer à l'étape suivante. Alors, est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon? Pas de questions? Oui. Voilà. Alors, les faits comme, par exemple, carrément, quand vous vous retrouvez perdu entre les formules mathématiques, parce que je sais que chacun a des prérequis un peu, pour comprendre donc ce phénomène de machine learning, donc vous revenez à cet exemple-là, ça vous donne une idée, globalement, ce qu'on cherche à faire. Alors, sauf que bien sûr, en réalité, alors il est où le slide? C'est celui-là. Alors, en réalité, donc, tout simplement, l'algorithme que je viens de vous présenter là, tout simplement, c'est presque l'idée de l'algorithme, ce qu'on appelle la rétropropagation du gradient. Tout simplement, c'est presque on est dans la même logique.
Mais tout ça, donc, quand on va revenir mathématiquement sur comment exprimer ça, tout simplement, c'est un peu, c'est ça à quoi en fait, c'est le rôle des mathématiques, c'est de vraiment de trouver donc des outils très 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 efficaces et très rapides pour pouvoir représenter c'est-à-dire l'algorithme. Alors maintenant, quand vous voyez ici, vous allez déjà constater que si quand vous avez par exemple c'est-à-dire un modèle, alors maintenant, si vous voyez donc, si je reviens un petit peu en arrière ici, dans un modèle de deep learning par exemple, alors si vous remarquez ici, il y a combien de poids? Vous voyez donc ici vous avez des entrées, vous avez pour chaque liaison, il a un poids WI. Donc ici, donc, vous allez voir, il y a combien de boutons, soi-disant, il y a combien de poids qu'il faut trouver pour mettre en relation les entrées et les sorties. Alors combien? C'est énorme. Vous êtes d'accord? Oui, c'est vrai. Oui. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous travaillez avec Deep Learning, c'est comme si vous avez une boîte noire, au lieu d'avoir deux boutons comme tout à l'heure A et B, vous allez avoir des milliers de petits boutons qu'il faut régler. Hein, il faut trouver le bon réglage qui vous permet de donner en fait, la corrélation, bien la relation entre les entrées et les sorties. Et maintenant, et si vous voulez le faire, si vous cherchez ça avec c'est-à-dire des méthodes archaïques, si vous n'avez pas le bon algorithme, la bonne formule mathématique, c'est très très compliqué. Ben, si là, on va utiliser des algorithmes de rétropropagation du gradient, par exemple, et qui va nous permettre justement, à partir des erreurs, on va essayer donc de retrouver facilement quelle est la valeur des poids qu'il faudrait, comment on va ajuster les poids, comment on va les orienter, comment on va les ajuster de façon à ce que notre modèle puisse apprendre la relation qui existe entre les entrées et les sorties. Alors, ce qui fait que quand vous avez beaucoup de couches, quand vous êtes dans le cas du deep learning, quand vous avez beaucoup de neurones, vous imaginez que le temps de calcul qu'il faut pour pouvoir retrouver ces poids, c'est énorme. Ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup d'itérations qu'il faut faire. Vous l'avez constaté dans le petit exemple avec les boutons. Vous allez étirer plusieurs fois. Donc, ce qui fait, ça consomme énormément de temps de calcul. Alors, voilà la raison pour laquelle voilà la raison pour laquelle il y avait une période d'incertitude en fait, de l'intelligence artificielle et particulièrement des réseaux de neurones. C'est-à-dire qu'il y a ce que je suis en train de vous montrer là, c'est quelque chose de très très ancien. C'est vraiment les années 80. C'est-à-dire les algorithmes existaient déjà, mais il y a quelque chose qui fait que, c'est-à-dire il y avait une période d'incertitude qui est liée à quoi? D'abord, il faut savoir une chose, c'est que pour avoir un modèle qui représente la réalité que vous cherchez à modéliser, bon, il faut beaucoup de choses. D'abord, il faut choisir le bon type du modèle. Est-ce que vous allez utiliser un multi-layer perceptron? Vous allez utiliser un CNN, RNN, etc. Donc, il existe différents modèles en fonction de votre modèle. Il faut choisir le bon nombre de couches de neurones. Est-ce que vous allez utiliser 50 ou 30 ou 20, etc. Et là, il n'y a pas de formule mathématique qui va vous permettre de savoir ça. C'est de l'expérimental. Il faut également trouver le bon nombre de couches de neurones. Et pour chaque couche de neurones, il faut choisir le nombre de neurones adéquat. Est-ce que vous allez mettre 30 ou bien 50 ou 2000 ou je ne sais pas quoi. Ensuite, pour chaque neurone, il faut choisir la bonne fonction d'activation. Alors tout à l'heure, je crois que je n'ai pas parlé de ça tout à l'heure au niveau du perceptron. Alors je disais donc pour le perceptron, vous avez une fonction d'activation, mais dans les fonctions d'activation, il y a plusieurs fonctions d'activation. Bon, les plus connues, donc il y a sigmoïde, donc la sigmoïde c'est 1 sur 1 plus exponentielle moins x. Il y a la tangente hyperbolique, donc on va beaucoup l'utiliser surtout dans les réseaux de neurones récurrents, RNN. Après, ReLU, Rectified Linear Unit, donc, qui est utilisé dans CNN, c'est très très pratique.
Alors en fait, Rayleigh, vous voyez, c'est très simple. La fonction de x c'est quoi? C'est 0 si x est inférieur à 0 et égal à x si x est supérieur ou égal à 0. Donc ça c'est juste des fonctions d'activation. Donc ça veut dire que donc il faut également trouver quelle est la bonne fonction d'activation à utiliser. Il faut trouver par exemple pour les réseaux de neurones CNN, il faut trouver donc le nombre de filtres à utiliser, la taille de chaque filtre, les types de filtres à utiliser. Il faut trouver la bonne valeur de la vitesse d'apprentissage. Il faut connaître la bonne fonction de PERT, loss function, si vous voulez, qui permet de produire l'erreur à minimiser. Alors tout à l'heure, pour nous, l'erreur, c'était juste la valeur en sortie moins la valeur entrée. Mais généralement, c'est pas comme ça qu'on fait souvent. On peut utiliser ce qu'on appelle, il y a l'erreur quadratique, il y a plein de fonctions qui permettent de déterminer la fonction erreur, si vous voulez, qu'il faut minimiser. Mean squared, cross entropie, donc il y a plein de fonctions que vous allez voir. Il faut trouver le bon algorithme de rétropropagation du gradient qui va nous permettre de mettre à jour les poids des connexions de façon à ce que l'on puisse minimiser donc la fonction perte ou bien c'est la fonction erreur, loss function. Et là, vous allez trouver des algorithmes comme Stochastic Gradient Descent, comme Adam, il y en a plusieurs. Et surtout, il faut avoir un dataset suffisamment qui représente la réalité. Parce que si vous n'avez pas un bon dataset qui représente, c'est-à-dire la réalité de votre modèle, quels que soient les paramétrages que vous allez utiliser, vous aurez en fait quelque chose de faux. Et ce qui fait, alors tout ça c'est beaucoup, ce qui fait pendant la phase d'apprentissage, vous allez à chaque fois, pour chaque exécution, vous allez changer des paramètres. Et après, vous allez chercher à changer, vous réexécuter. Et chaque exécution, ça prend du temps. Donc, ça veut dire que tout ce travail-là, ça prend énormément de temps de calcul. Alors, voilà la raison pour laquelle, à l'époque, les machines, les ordinateurs dont on disposait n'étaient pas très rapides. C'est-à-dire, ils sont limités en termes de capacité de calcul. Ben, ce qui fait que les ordinateurs dont on disposait ne permettaient pas donc de résoudre ce problème basé sur les réseaux de neurones. Donc voilà l'une des raisons pour laquelle pratiquement depuis les années 90 jusqu'à les années 2000, pratiquement jusqu'à les années 2010, tout ça s'est stagné, c'est-à-dire tous ces algorithmes de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, tous les chercheurs qui travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle commençaient à ne pas croire au réseau de neurones carrément. C'est-à-dire c'est une période douteuse. Mais il y a quelque chose qui s'est passé par la suite qui fait que il y a une renaissance donc de ces algorithmes de l'intelligence artificielle. En fait, c'est ce que j'appelle les catalyseurs de l'intelligence artificielle.